Ça y est, Le stream est live, c'est bon. voilà. Bon, je crois que nous sommes en direct, Samuel. Mm. Voilà, ça y est, c'est parti pour notre soirée Résonance des planètes sur le chaos mondial actuel. Donc, déjà, je voudrais vraiment te remercier d'être là. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à chaque fois quand on se retrouve. Hein. Oui, on est entre amis. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et puis, je dis aussi bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Je vois pas mal de personnes qui sont connectées en direct. Et puis, ben, celles aussi qui vont nous regarder en replay. Voilà. Alors, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Mina Goll et j'anime cette chaîne YouTube depuis déjà quelques années. Mon objectif, c'est vraiment de montrer que la vie n'est pas aussi terrible, aussi horrible qu'on voudrait nous le faire croire. C'est vraiment aussi de présenter des nouvelles ouvertures et régulièrement d'inviter des personnes inspirantes comme toi, Samuel. C'est, je crois, la 4e fois Oui. qu'on se rencontre, chaque fois sur un thème différent. Puis en même temps, finalement, quand on réfléchit bien, le fond est toujours le même. Hein, comment se réaliser, comment aller vers cet éveil, cette lumière, cette splendeur que nous sommes toutes et tous. Et avec toi, eh bien, c'est avec le regard, je dirais, bienveillant des planètes. Et je ne vais pas trop te présenter parce que je voudrais que tu le fasses toi-même, parce que tu vas être la personne la mieux placée pour parler de toi sans qu'il y ait des erreurs. Hein. Moi, je voudrais juste terminer en disant que j'accompagne depuis des années donc dans ce chemin de, j'ai envie de dire d'éveil, quoi, de bien-être, de souveraineté. J'aime bien ce terme aussi, en tant que psychothérapeute, mais aussi animatrice de stage, de retraite, etc. Et là, aujourd'hui, ben, je suis là en tant que, je dirais, personne qui a envie que tu sortes toutes les belles choses que tu as à nous dire. Hein. Voilà, je vais être une accoucheuse ce soir. Oui, C'est pas mal d'habitude, finalement. oui. Voilà. Et donc, Samuel, ben, tu es là en tant qu'astrologue, humaniste et transpersonnel. Mhm. Et tu n'as pas toujours fait ça. Je trouve que tu as un parcours qui est quand même assez incroyable, vraiment atypique. J'en profite d'ailleurs pour dire que s'il y en a qui veulent en savoir plus sur Samuel, voici déjà 2 livres magnifiques. Vous pouvez voir d'ailleurs que les peintures aussi sont magnifiques parce que je n'arrive pas à dissocier Samuel de sa magnifique compagne Mira, dont j'ai pu visiter d'ailleurs l'atelier cet été. Hein, c'était incroyable, vous êtes complètement complémentaires, vous faites beaucoup de choses ensemble, vous avez créé des oracles ensemble, enfin vraiment, je te laisserai le soin d'en parler. Et donc, il y a 3 tomes que tu as écrits. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai 2. Le premier, c'est La Quête. Hein. Et puis, il est gros, hein, le premier, plus. Oui, oui, la quête est toujours. Ben, et puis, il y a maintenant En route. Voilà. Hein. Voilà. Et si j'ai bien compris, en fait, tu t'adressais à ta fille, finalement, pour qu'elle découvre, Ah, ouais. finalement, parce que souvent, les enfants, ils ne connaissent pas les parents. Je trouve Non, que non, déjà, parce que moi, j'aurais voulu savoir plus de choses sur mes ancêtres, surtout, et j'ai jamais demandé à mes parents l'histoire et parce que j'étais intéressé surtout par moi, quoi, par eux. Hein, et je le regrette maintenant. Je me suis dit, donc, bon, j'ai des discussions avec ma fille, mais je lui ai dit, je vais te raconter l'histoire, mon histoire, comment j'en suis arrivé là, et puis tous les enseignements que j'ai pu en tirer et tout ce que je peux partager avec toi, et par voie de conséquence avec les personnes qui liront ces mémoires, quoi. Donc c'est vrai que parce que ma fille m'avait demandé, et beaucoup de monde me l'a demandé, m'ont dit, mais toi qui as fait des grandes études, puisque je suis un universitaire de formation, hein, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait droit, j'ai fait l'Institut français de presse, je suis doctorant en sciences politiques, hein, et puis du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber, c'est ce que je raconte d'ailleurs, parce que j'ai découvert pas que l'astrologie. L'astrologie, c'est, dirais, l'épiphénomène. J'ai découvert la quête.
justement la quête de la connaissance de soi à travers Jung dans un premier temps, et puis tout le bouddhisme, l'hindouisme et le yoga. Et ça, c'est le moteur. Et derrière l'astrologie que je pratique, bon, quand j'ai trouvé l'astrologie, quand j'ai découvert le premier livre d'astrologie, j'ai dit, mais c'est ça dont j'ai besoin. C'est mon outil. Et Germaine Hollet, avec qui j'ai travaillé, qui est une grande astrologue pour ceux qui connaissent le milieu astrologique, qui avait un certain âge, l'âge que j'ai maintenant, quand je l'ai rencontrée, hein, et elle m'avait dit, vous êtes un vieil astrologue, vous revenez, vous réactualisez vos dons, et je suis là pour vous reconnecter, pour vous enseigner. C'était une dame merveilleuse, donc j'ai étudié l'astrologie avec elle, tout seul. Tu avais quel âge, Samuel, à cette époque-là? Quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais 24 ans. Et Ah quand ouais. j'ai rencontré Germaine Hollet, j'avais un peu avant la trentaine, quoi. Ah oui, mais tu avais déjà tout un cursus avant, disons que tu as plusieurs vies en une. Voilà, ouais, j'étais en doctorat de sciences politiques. Je préparais une thèse donc sur les marginaux. À l'époque, c'était les années 60 et quelques, hein, et j'avais proposé comme sujet de thèse la position politique des marginaux. Quand j'entendais par marginaux, tous ces gens par lesquels j'étais attiré, qui retournaient à la terre dans les 60s, comme on disait, tout ça, qui créait des communautés. Je me suis dit, tiens, je vais aller explorer ça, je suis attiré par ça, je vais faire d'une pierre deux coups, ma thèse d'un côté, et mon directeur de thèse m'a dit non, c'est pas un sujet de thèse, ça. Et alors, du coup, c'est ma vie qui est ma thèse, quoi, de doctorat. Voilà, donc l'astrologie, après je suis allé voir Dan Rudyard, mon maître et ami, aux États-Unis, qui est un Français, un astrologue français, qui est un musicien, un compositeur au départ, qui est allé aux États-Unis à l'âge de 21 ans, et qui est devenu américain. Mais bon, quand j'étais avec lui aux États-Unis, on parlait en français, ce qui m'arrangeait d'ailleurs. Hein, mais voilà, donc après, j'ai donné des consultations. Ça s'est fait tout seul. J'ai pas cherché. Je pensais pas devenir astrologue d'ailleurs. Je pensais être un chercheur. Voilà. Oui. Mais tu es un chercheur dans l'astrologie aussi. Et je suis un chercheur dans l'astrologie. Oui, d'ailleurs, ce qui m'a amené aussi à l'astrologie, vu que je suis marqué quand même par mes études de sciences politiques, de sociologie et tout, c'est vraiment l'astrologie mondiale. C'est ça qui m'a intéressé, ce dont on va parler ce soir. Oui. C'est le biais par lequel je suis entré en astrologie. Donc voilà, donc c'est l'astrologie mondiale, comme en sciences politiques, on étudie l'histoire des idées politiques et tous les mouvements de l'humanité, finalement, l'histoire de l'humanité, et en sociologie aussi, avec mon autre maître qui est Edgar Morin. Et donc c'est la base de mon astrologie. Donc tout ce que j'entreprends à travers l'étude des thèmes, en consultation et tout, c'est basé sur ce background, si on peut dire. Donc tout ce qu'on acquiert, il ne s'agit pas de le rejeter. J'ai pas rejeté mes études, mais je les ai intégrées dans ce que je fais maintenant, comme disent certains philosophes. Je ne sais pas si tu connais Ken Wilber, par exemple, qui est un grand philosophe américain qui est malheureusement peu connu en France et qui a fait toute une approche tellement forte de l'humanité que ça, je recommande à tout le monde. Par exemple, une brève histoire du tout de Ken Wilber. Ça peut paraître complexe, mais en même temps, ça donne une vision sur l'état du monde à l'heure actuelle aussi très intéressante. Donc voilà, je suis venu à l'astrologie et ça fait maintenant 50 ans, plus de 50 ans que j'enseigne, j'écris, j'ai créé ma propre école et puis bien sûr, je fais des consultations individuelles, c'est-à-dire que j'essaye de voir comment chaque individu que nous sommes peut, en se transformant lui-même, en évoluant dans sa conscience, en faisant le chemin d'alignement, qu'on appelle l'alignement de la personnalité avec son âme, donc de l'ego avec son âme, parce qu'au départ, on est enfermé dans notre ego, on n'a pas conscience qu'on a une âme, qui est l'essence de nous-mêmes, qui est l'essence divine en nous, et progressivement,
ben, la vie nous demande, et c'est pour ça qu'on a incarné, la vie nous demande de nous reconnecter avec notre être essentiel, notre être existentiel se reconnecte avec notre être essentiel pour que nous puissions avoir une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus spirituelle, évidemment, de l'univers. Donc le thème natal, comme le thème des nations, d'ailleurs, c'est la feuille de route hein, de l'âme dans l'incarnation, et on peut voir où on en est au moment où on s'incarne et quel chemin il nous est demandé de faire pour faire ce travail de réalignement. Hein, dans le bouddhisme, on appelle ça atteindre l'état de Bouddha. Dans l'hindouisme, c'est la libération. Hein, c'est atteindre cet état de libération dans lequel on est complètement dans l'amour inconditionnel et plus dans le combat, dans la réactivité de l'ego, quoi, finalement. Hein. Bon, c'est tout un chemin. Ah ouais. On pourrait dire qu'en fait, quand ta vision de l'astrologie, parce que moi j'ai pu découvrir aussi, tu as fait mon thème, tu as fait ma révolution solaire, et donc c'est quand même très intéressant de se dire que ce qu'on vit soi-même quand tu nous fais un thème, c'est notre vie en fait. Tu peux aussi vraiment travailler presque de la même chose avec tout ce qui se passe au niveau mondial. Voilà. Alors, tout ce qui se passe au niveau mondial, en fait, faut partir du principe que nous sommes des cellules de l'univers, que nous sommes tous interconnectés. Bon, ça, c'est les enseignements de la spiritualité, de toutes les spiritualités d'ailleurs. Hein. Je me relie principalement au bouddhisme, à l'hindouisme et comme je le raconte, mais les autres spiritualités auxquelles je me réfère, le christianisme, le judaïsme, dans ce qui sont des spiritualités, le soufisme, hein, pour le judaïsme, c'est la Kabbale, pour le christianisme, c'est le christianisme ésotérique, donc tout ça se rejoint, et c'est la base de ce que j'essaye de partager, parce qu'il nous indique le chemin, tous ces enseignements nous indiquent le chemin pour devenir vraiment des êtres libérés, si on peut dire comme ça. Et donc, en étant des cellules, chacune de ce corps universel, eh bien, au fur et à mesure que nous travaillons sur nous-mêmes, que nous devenons plus intégrés, comme dirait Jung par exemple, eh bien, on contribue au collectif. On contribue au collectif et comme disait Gandhi, il disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Hein. Je l'ai vécu moi parce que au départ, dans mes jeunes années, je voulais transformer le monde, je voulais changer le monde, je voulais tout, parce que j'étais, comment dire, tellement pris par tellement peiné par l'injustice des gens qui étaient défavorisés, l'injustice faite aux femmes dans le monde dans lequel on est. J'étais un des premiers féministes il y a 50 ans, homme, si on peut dire. Et tout ça me rendait malade et je voulais changer le monde et je pensais que changer le monde, c'était changer le contexte social. J'étais marxiste, léniniste, enfin tout ça. Et puis c'est Krishnamurti, enfin à travers mon écrivain qui m'a ouvert les portes, qui s'appelle Henri Miller, c'est Krishnamurti qui disait messieurs les hommes politiques, vous qui voulez changer le monde, hein, vous qui voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Ben oui. Hein, oui. Et c'est comme ça que j'ai basculé là-dedans. Donc, chaque thème individuel, le but, c'est de faire ce travail intérieur, mais en faisant ce travail, qui va changer notre vie extérieure, évidemment, hein, parce qu'on n'aura plus les mêmes relations avec les personnes qui nous entourent, dans le couple, les enfants et tout ça, même dans le travail. Hein, en changeant cette vision du monde, en étant dans une vision unifiée et non plus dans la dualité, hein, comme disait Arnaud Desjardins, on est dans la dualité, on est dans l'unité, eh bien, à partir de ce moment-là, on contribue à faire en sorte que le monde se transforme, que les gens autour de nous se transforment. Donc nous sommes aussi des militants, des agents de l'univers en quelque sorte, vers quelque chose de plus beau. Et ce qui m'avait intéressé tout au début, quand j'ai démarré l'astrologie, outre le travail sur soi que ça demande, c'est aussi les grands mouvements planétaires qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le monde à un moment donné.
La première chose qui m'a beaucoup travaillé, que je travaille encore, c'est le fait que pour comprendre les énergies qu'on est en train de vivre en ce moment, ponctuellement, c'est le fait que nous sommes dans des aires cosmiques, notamment dans des aires cosmiques qui sont liées au phénomène qu'on appelle la précession des équinoxes. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, ça serait un peu compliqué, c'est astronomique aussi, mais nous sommes dans un passage entre la fin de l'ère des poissons et l'appel vers le début de l'ère du Verseau. Bon, tout le monde connaît ça, je pense, c'est devenu, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, mais c'est devenu une sorte de tarte à la crème maintenant. mais on est dans ce passage-là, et suivant mon maître Rudyard, on est dans le dernier degré des poissons, qui est en fait le premier degré, et qui est le passage où quelque chose est en train de se terminer, une ère de 2160 ans est en train de se terminer, et il y a un appel vers quelque chose de nouveau qui est lié aux énergies du Verseau. Donc déjà, ça c'est la première chose. Tout ce que nous vivons, ça s'inscrit dans ce contexte-là, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin d'un cycle, d'ailleurs, soi-même, quand on arrive à la fin d'un cycle, il y a des cycles, notamment des cycles de 30 ans ou les cycles de Saturne, tout ça, quand on arrive à la fin d'un cycle, il y a quelque chose dans notre vie qui est appelé à se terminer, des valeurs qui sont devenues obsolètes ou qui n'ont plus de sens et tout ça, et il y a quelque chose de nouveau qui nous appelle. Alors, on a le libre arbitre, on peut dire oui, on peut dire non. On peut dire oui, j'y vais, je vais vers ce nouveau qui m'appelle, mais non, j'y vais pas parce que j'ai peur de l'insécurité, qu'elle soit matérielle ou autre. Et le héros, suivant le mythe le monomythe de Joseph Campbell, le héros, quand il est devant le seuil et qui sent l'appel, il lui est demandé de franchir le seuil, d'avoir le courage, même s'il ne sait pas où il va. C'est ce que je raconte dans mes mémoires. À plusieurs reprises, j'ai été confronté à ça. Mais il y a un appel. Notre âme nous appelle pour aller vers le Graal, c'est-à-dire vraiment notre soi, notre vérité d'être. Et en faisant ça, on travaille de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, on travaille pour le soi, le grand soi de l'humanité. Donc, il y a la fin d'un cycle, c'est toujours le chaos. Il y a quelque chose qui devient chaotique, comme c'est le cas en ce moment. On perd pied, les valeurs dans lesquelles on était ne sont plus valables, ou bien on a été dans les excès de certaines choses comme l'hypermatérialisme dans lequel on est, le consumérisme et tout ça. On est perdu là-dedans. On n'a plus aucune valeur, les jeunes se révoltent. En tant que journaliste aussi, au départ, je suis toujours intéressé à suivre ce qui se passe dans le monde, des informations, tout ça, et je suis effaré de voir ce qui se passe, mais je le comprends parce que j'ai l'astrologie, mais quand je vois les narcotrafiquants, ce qui se passe à Marseille, par exemple, pour rester juste en France, mais la violence qui a lieu, et puis on a perdu des valeurs d'amour, des valeurs de respect, des valeurs de respect. Donc c'est la confusion, mais c'est normal, parce que nous sommes à la fin d'une ère, donc on dit toujours, du chaos va surgir la lumière. Alors qu'est-ce qui nous est demandé? C'est-à-dire, c'est ce que disent les maîtres spirituels, qui nous conduisent des ténèbres à la lumière. Quand on est dans le chaos, ce qui est le cas à l'heure actuelle, sauf si on a un chemin intérieur, ce que toi tu partages autour de toi justement pour que les gens ne se perdent pas dans ce chaos. Ce que moi j'essaye de faire de mon côté, ce que Olivier Clerc, par exemple, notre ami commun, fait aussi, et tous ceux qu'on connaît. On est là pour apporter cet éclairage. Moi, c'est l'astrologie, bien sûr, mais cet éclairage de ce chemin qui va nous conduire des ténèbres à la lumière. Donc des ténèbres personnelles que nous avons tous, l'ombre qui est en nous, et puis la lumière. Donc on est à un moment initiatique très important. Le Dalai Lama disait que c'est une bénédiction de vivre cette période finalement, parce que nous avons la capacité de vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de passer d'une conscience limitée à une conscience Verseau encore plus universelle, qui est fondée sur l'amour, la compassion, le respect, et donc on voit que ça chemine, que ça avance. Donc ça, c'est
une première étape quand on veut situer, comprendre ce qui se passe en ce moment, l'ère du Poisson, l'ère du Verseau, c'est des cycles de 2160 ans. Hein. Et puis après, quand on rentre dans les détails de l'horloge cosmique, hein, eh bien, sachant d'ailleurs que ces cycles de 1160 ans, on dit toujours un dixième du cycle fait partie de la transition. D'après Rudyard, nous rentrerons définitivement, mais rien n'est définitif parce que c'est un processus. Hein, c'est comme un fondu enchaîné. Hein, on rentrera dans l'ère du Verseau en 2062, d'après Rudyard. D'autres disent qu'on y est déjà, d'autres qu'on y sera bien plus tard encore. Bon, moi j'ai fait les recherches avec Ben Rudyard. Partons sur 2062. Donc il y a un dixième du cycle de 2060 ans, c'est-à-dire 216 ans, qui fait partie de l'ère de la phase de transition entre les deux ères. Hein. Et si on remonte 2062, on enlève 216 ans, on arrive autour de 1848. Hein, les révolutions de 1848, la découverte de Neptune, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est-à-dire que c'était les premières déjà, même si on n'est pas d'accord avec Marx, il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce qui en découle, mais c'était les premières manifestations d'un besoin d'universalité. C'est l'époque du romantisme en littérature, en musique et tout ça. Hein, c'est-à-dire cet amour qu'on retrouve chez Victor Hugo, pour parler des Français, hein, chez Lamartine, enfin bon, on a pris ça à l'école, mais c'est bien plus que ça. Hein, Victor Hugo, c'est moi qui viens de Besançon, Victor Hugo, c'est où Victor Hugo est né. Hein, eh bien, c'est une figure incroyable, quoi. Hein, aussi bien sur le plan spirituel que écrivain, que poète et tout, mais c'était un précurseur de l'ère du Verseau et c'était quelqu'un qui avait une grande spiritualité en quelque sorte. Hein. Moi, en tant que ayant fait Sciences Po, je me dis en fait le début de la transformation a commencé quand on a découvert Uranus en 1780 et quelques. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 1780 quand on découvre une nouvelle planète? Et j'en profite pour dire que les planètes n'ont aucun effet sur nous, à part le Soleil et la Lune, évidemment qu'on connaît tous, hein, la pleine Lune où on perd la boule et tout ça, pour certains en tout cas. Hein, mais c'est Pluton qui a des milliards d'années-lumière de nous, il ne va pas nous envoyer des ondes et tout ça. Là, c'est ce qu'on appelle un phénomène de correspondance, tu vois. Ça, c'est important. Pardonne-moi de te couper, mais au début, on avait marqué l'influence des planètes, tu sais. Oui, et j'avais pas rebondi dessus parce que je me suis dit, ça va me permettre de rectifier. Mais c'est vrai que quand on entend les personnes parler ou demander, par exemple, elles ont envie de savoir justement quelle influence ont les planètes sur leur vie. Et je trouve que c'est très important que tu remettes un petit peu les choses. Il n'y a pas d'influence directe des planètes sur nous. C'est l'astrologie, les planètes sont, disons que c'est une grille de lecture qui nous a été donnée par nos aïeux, nos ancêtres. Il y en a qui disent que ça vient des extraterrestres, tout ça, il y a des milliers d'années. Enfin bon, moi je rentre pas dans ces histoires-là, c'est là, quoi. Je dis c'est là et ça marche, quoi. Hein. Et donc, c'est une grille de lecture qui nous a été donnée pour décoder. Hein, c'est ce qu'on appelle un phénomène de résonance ou de synchronicité, justement. Et c'est comme les aiguilles d'une horloge, en fait. Hein, quand il est midi, on va dire, il est midi, on va aller manger parce qu'on si on n'a pas faim, on va pas manger, quoi. On a le libre arbitre quand même. Hein. Donc c'est comme les aiguilles d'une horloge, les planètes qui tournent autour de la Terre et tout ce que je suis en train de raconter. Donc il n'y a pas d'influence des planètes, mais on dit habituellement, on en avait déjà parlé, les astres proposent et les hommes disposent. Hein, c'est-à-dire que on a ce schéma qui nous donne le sens de nos incarnations, le sens de l'univers, vers où il nous est demandé d'aller. Après, on le fait pas. Ça, c'est notre libre arbitre qui l'indique. Donc, il n'y a pas d'influence. Néanmoins, pour revenir à mon propos, j'ai le sentiment que je peux décrire aussi par l'histoire et tout ça, que tout a commencé au moment de le passage de l'ère la période de transition, plus exactement, de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau a commencé au moment de la Révolution française, en fait.
hein. Parce que quand on découvre une planète, on regarde qu'est-ce qui se passe au même moment. Hein. Uranus, c'est la première planète qu'on voit pas à l'œil nu, c'est celle qui est au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qui est conventionnel. Donc il y a l'ancien régime et la révolution, comme nous dans notre vie, quand on a des transits d'Uranus, il faut sortir de notre ancien régime, de notre confort, de notre sécurité, parce que la vie, c'est un mouvement permanent, une découverte permanente, c'est une aventure. Quand on a des transits d'Uranus, il nous est demandé de nous transformer, de changer, de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, déjà en conscience, intellectuellement et tout ça, et des événements dans notre vie en correspondance avec ce qui se passe, comme au moment de la Révolution française et de la Révolution américaine, parce qu'elles ont été concomitantes. Hein, avec la découverte d'Uranus, à peu près, que les Américains ont acquis leur indépendance vis-à-vis des Britanniques, quoi, des tuniques rouges. Hein. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, ça explique pourquoi la France et les États-Unis ont un lien très fort. Parce que les États-Unis ne seraient pas les États-Unis s'il n'y avait pas eu le marquis de Lafayette pour venir les aider à leur indépendance, quoi. Hein. Et les Français que nous sommes et les Européens ne seront pas là si les Américains n'avaient pas débarqué pour nous aider en 14-18, hein, puisqu'on vient de fêter le 11 novembre, hein, et puis en 39-45. Hein, donc il y a un lien très fort. Mais bon, ça c'est une parenthèse qui, pour moi, est importante en tant que politologue, si on peut dire. Et donc, Uranus, c'est la première étape. Et quand on regarde Uranus, c'est s'ouvrir à une conscience supérieure, toujours. Quand on a des transits d'Uranus, hein, souvent on dit, c'était l'aspect dans le thème, on dit c'est un aspect de divorce. Mais c'est pas un divorce à proprement parler, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, ça ne peut plus coller. Ça ne peut plus coller en fonction de notre chemin d'âme tel qu'il est inscrit dans le thème natal. Donc, les personnes qui viennent en consultation, elles sont dans une crise de couple, par exemple, comme nous, on est dans une crise de couple universelle, hein, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et les personnes, elles viennent et elles comprennent pas pourquoi leur couple part à volo et tout ça. Mais parce que je leur explique que c'est le moment de transformer la relation. Si vous le faites pas, oui, on va vers le divorce ou la séparation, ce qui est le cas la plupart du temps. Mais parce que on rejette sur l'autre, tout ça, enfin. Mais c'est le moment de transformer quelque chose dans notre vie, Uranus. Quand Neptune a été découvert en 1848, et dans cette période-là en tout cas, eh bien, j'ai dit tout à l'heure, le romantisme, le commencement d'une forme d'universalité, tout ça. Neptune, c'est la planète de l'amour. De l'amour spirituel, de l'amour transcendant. C'est pour ça que cet amour magnifié par les romantiques, même s'il y a tout le côté mélo qu'il peut y avoir pour certains, c'est ce à quoi nous aspirons. L'amour, c'est le ciment de l'univers. Et tant qu'on n'a pas l'amour, hein, comme disait saint Paul, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, si on n'a pas l'amour, bon, dans certaines Bibles, on dit la charité, mais moi, je préfère dire l'amour. Si on n'a pas l'amour, on est comme des cymbales qui sont perdus, qui résonnent pas, quoi, quelque part. Hein, donc, et quand on a découvert Pluton en 1930, ça a été le grand krach de 1929. Ça a été la découverte par Einstein de la relativité. Ça a été la découverte, bon, tout a explosé, et c'était les prémices à la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, quand Pluton arrive dans notre thème, comme c'est le cas en ce moment, je vais revenir sur c'est ce qui se passe en ce moment, hein, outre l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, eh bien, quand Pluton arrive dans notre vie, comme c'est le cas aussi dans le monde, eh bien, tout vole en éclats. Parce qu'il nous est demandé de descendre au fond de nous-mêmes pour extirper ce qui ne correspond pas aux nécessités de l'évolution personnelle et collective, et pour pouvoir grandir encore plus. Hein. Quand on a des transits de Pluton, c'est pas facile, on en a tous eu, même moi, hein, c'est beau être astrologue, quand j'ai eu des transits de Pluton, je le raconte dans le livre d'ailleurs, dans les 2 premiers tomes. Hein. Là, je suis en train de travailler sur le 3e tome, donc j'espère qu'il sortira en 2026. Mais je raconte
de cette manière-là, comme je le fais là. Je raconte les épisodes de ma vie, les enseignements que j'en ai tirés, les souffrances que j'ai vécues quand il y avait des transits de Pluton, parce que bien qu'étant astrologue, c'est pas que je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais incapable de sortir de mes pulsions karmiques et tout ça. Et ça m'a donné l'opportunité de faire ce travail de détachement quelque part. Hein, bon, si vous lisez le livre, vous comprendrez à la lumière de ce que je suis en train de dire. Hein, et donc, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, il se passe une chose extraordinaire, en plus de la fin de l'ère des poissons et le passage à l'ère du Verseau, qui nous demande, pour ceux qui veulent s'ouvrir à cette conscience du Verseau, et il y en a de plus en plus, hein, c'est-à-dire aller vers plus de fraternité, plus de respect des autres, plus d'ouverture sur le monde. Hein, Jacques Attali, par exemple, a très bien décrit ça dans différents ouvrages, entre autres. Je fais des références un peu partout. Hein. Il y a un livre de Jacques Attali qui s'appelle L'homme nomade, qui est très intéressant. Hein. Et donc, il y a cette ouverture qui nous est demandée de sortir de l'hypermatérialisme, de sortir du consumérisme, de sortir de toute cette violence et de tout ça, et aller vers plus de fraternité, plus d'amour, plus de respect. Et il y a de plus en plus de gens qui le font. Hein, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des gens qui sont dans la spiritualité. Hein, il y a des gens qui sont pas dans la spiritualité et qui sont spirituels, si on peut dire, dans le sens que j'entends. Moi, je regarde les infos, hein, aussi à la télé, parce que je regarde ça avec distance, hein, mais je connais les mécanismes en tant que journaliste, puisque j'ai été formé là-dedans, mais je regarde ce qu'ils racontent. Et sur France 2, le midi, enfin à 1h, il y a toujours un volet, si on peut dire, du journal qui est consacré à ce qui peut faire du bien, les gens qui se font du bien à travers la France. Hein. Et c'est étonnant, il y a des choses merveilleuses qui se font, qui vont dans le sens du Verseau, justement. Il y a des rapports de fraternité, d'humanité. D'un côté, il y a la violence, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont, je vous dis encore, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, qui ne sont même pas dans une recherche forcément personnelle, mais qui ont une ouverture de cœur et qui vont s'entraider. Hein, bon, c'est intéressant, c'est pour ça que la télévision, quoi qu'on en dise, faut la regarder avec distance. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, hein, parce que il y a des tas de manipulations et tout, sans aller à devenir complotiste et dire il se passe tel et tel truc, bon, le gouvernement mondial et tout ça, mais ça nous donne en tout cas un reflet de ce qui se passe dans le monde. Hein, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde entier, quoi, finalement. Hein, parce que si vous le regardez à la lumière de ce que je suis en train de dire, vous comprenez que ce chaos, c'est pour nous obliger et nous permettre, si on le veut bien, il y a toujours ça, si on le veut bien, de s'ouvrir à cette conscience universelle vers laquelle il nous est demandé d'aller et qui est le fondement même de notre identité profonde. Hein, c'est ce que disent les enseignements. Hein, malheureusement, j'ai pas pu aller voir Amma, hein, qui était à Aix-en-Provence. Tu as eu cette chance, hein, d'aller la voir. Hein, voilà, elle est parmi d'autres le reflet de cet amour inconditionnel. Hein. Il y en a d'autres, hein, et il y en a d'autres, aussi bien dans l'hindouisme que dans d'autres spiritualités, hein, chez tout le monde. Et c'est des gens qui nous nourrissent, qui nous aident à faire ce chemin, à nous ouvrir, à ouvrir notre cœur. Donc, la chose que je pourrais dire ensuite pour compléter ça, c'est que les 3 planètes qu'on appelle transpersonnelles, parce qu'elles sont de là ou de l'invisible, parce que ce sont des planètes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, il faut un télescope pour les voir, hein, qui ont été découvertes, Uranus dans les années 1700 et quelques, au moment de la Révolution française, Neptune au moment de la Révolution de 48, et puis Pluton 1930, donc bientôt on aura un siècle avec Pluton. Hein. Ça ne veut pas dire que ces énergies n'étaient pas là, hein, avant. Elles étaient là, mais on ne savait pas quand il n'y avait pas l'électricité. L'électricité était quand même là, hein, sauf qu'il fallait la découvrir. Hein, d'ailleurs, les personnes
qui sont nés avant la découverte d'Uranus ou de Neptune ou de Pluton et qui ont dans leur thème un Uranus très fort ou un Neptune très fort ou un Pluton très fort, sont des personnes dans le contexte de l'Ancien Régime, si je puis dire, qui étaient vues un peu comme des berlures, tu vois, comme des personnes qui étaient un peu... il y a des poètes, des musiciens, et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, évidemment. Hein. Donc là, il y a une chose extraordinaire qui est en train de se passer à cette période de l'humanité. Le contexte, donc je dis bien le cadre, le passage à l'ère du Verseau, et les 3 planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, sont toutes en train de changer de signe en même temps, ce qui est extrêmement rare. Hein. Donc là, Pluton est rentré en Verseau, justement, depuis 1 an. Hein, il s'est baladé, il est retourné un peu dans le signe du Capricorne. Il met 13 ans pour traverser un signe, Pluton. Hein. Et donc, quand il est à ce qu'on appelle son périhélie, ce qui est le cas en ce moment, le périhélie, c'est quand il est au plus proche de la Terre. C'est quand même ou du Soleil plus exactement. Hein, c'est quand même des millions d'années-lumière. Hein. Et quand il a son aphélie, ce qu'on appelle aphélie, sur l'orbite elliptique, qui est à l'autre bout de l'ellipse, eh bien, il met 30 ans pour traverser un signe. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents, par exemple, ils sont restés toujours dans la même énergie pendant... Ils sont nés là, ils ont vécu là où ils sont nés, ils sont morts là où ils sont nés la plupart du temps, à part les explorateurs, tout ça. Et nous, à notre époque, c'est extraordinaire ce qui s'est passé depuis... Enfin, moi, je suis né en 48, donc 1948, et c'est extraordinaire. La télévision n'existait pas, après il y a été vision en noir et blanc, après il y a été vision en couleur, les ordinateurs, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça n'existait pas. En l'espace de 50 ans ou un peu plus, tout s'est démultiplié. On devrait pouvoir utiliser, maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire, mais on devrait pouvoir utiliser ces compréhensions, ces outils qui nous sont donnés, non pas pour devenir dépendants, comme toute chose, mais pour nous aider à ouvrir notre champ de conscience. Internet permet, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, de se connecter avec des gens du monde entier. C'est la mondialisation de la conscience. On est ouvert à des cultures différentes. Il suffit, avec l'intelligence artificielle, si on sait l'utiliser, eh bien, elle peut nous permettre de découvrir des choses qu'on ne pouvait pas découvrir. Avant, il fallait aller dans une bibliothèque ou bien écrire à l'autre bout du monde pour avoir un bouquin ou des références, enfin, etc. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, Pluton rentre en Verseau. Le rôle de Pluton, c'est de casser les vieux schémas, de casser ce qui ne va pas. Le Verseau, c'est en astrologie mondiale, tout ce qui touche aux institutions, aux collectivités, au gouvernement. Le Capricorne et le Verseau sont liés à ça. Donc tout est en train d'exploser. Les vieux schémas sont en train d'exploser, d'où le chaos encore plus. Quoi. Neptune est en train de rentrer, lui aussi il met 13 ans en ce moment pour traverser un signe. Neptune, au même moment où Pluton rentre dans le Verseau, Neptune, avec Saturne d'ailleurs, rentre dans le signe du Bélier. Donc, il commence un nouveau cycle du zodiaque. C'est-à-dire que la spiritualité que nous avons pu avoir dans le Poisson, telle que l'Église catholique ou ces religions-là demandent à se transformer, à exploser. Et le Bélier, c'est l'action. C'est-à-dire que le Neptune demande que la spiritualité, bon, comme il est avec Saturne, ça va d'autant mieux, que la spiritualité soit incarnée, qu'elle soit pas simplement un vœu pieux ou quelque chose dont on parle et puis qu'on oublie, ou quelque chose à quoi on s'intéresse en lisant des livres et tout ça, mais comment l'intégrer tous les jours dans notre vie, en faisant preuve d'amour, de compassion, en faisant un travail sur soi. C'est là que les psychologies, les thérapeutes interviennent aussi pour aider à faire ce passage-là. Et dans le même temps, Uranus, qui était dans le signe du Taureau, lui traverse un signe pendant 7 ans, il est en train, bon, ils sont en train de naviguer, mais il est en train de rentrer pour 7 ans dans le signe du Gémeaux. Donc ça veut dire que de nouvelles manières de communiquer, le Gémeaux, uranienne, c'est-à-dire nouvelle, demande à se manifester. Donc tout est en place pour pouvoir faire en sorte que nous nous alignons
à la fois sur notre travail intérieur d'ouverture, de cœur, d'amour, ça c'est tous les enseignements spirituels le disent, mais aussi pour que nous contribuions à faire en sorte que l'humanité se transforme, que l'humanité, que le collectif, comme on dit, se transforme. Et il faut absolument sortir de cet hyperlibéralisme où seul l'argent compte, où seuls les instincts les plus bas sont véhiculés. Quand vous regardez des publicités à la télé, je le regarde, moi je regarde en sociologue. On vous montre une voiture qu'on veut vous vendre. Qu'est-ce qu'on vous montre? Une femme à moitié nue sur le capot de la voiture, hein, ou des trucs comme ça. Hein, c'est aller dans les plus bas instincts de l'homme pour lui créer des besoins qu'il n'a pas finalement, hein, et pour stimuler des besoins qu'il peut avoir, par exemple la sexualité, les choses comme ça. Hein, mais c'est une aberration totale, quoi. Et nous, on a été éduqués là-dedans, on a été conditionnés là-dedans, hein, et c'est pas facile de s'en libérer. Mais notre rôle, à partir du moment où on a pris conscience, grâce aux énergies planétaires qui sont là pour nous aider, eh bien, c'est de pouvoir contribuer à ce qu'on sorte de ce schéma négatif et violent. Plus on sera, plus ça se fera. Il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, sur les créatifs culturels. C'est des sociologues, là aussi, hein, qui ont fait des études, et ils ont dit qu'à partir du moment où 22% de la population mondiale aurait basculé vers des valeurs telles que le féminisme, dans le bon sens du terme, telles que l'écologie, telles que ces valeurs qu'on nous demande de cultiver, hein, eh bien, le monde basculerait. Et on a l'opportunité de le faire parce que nous sommes à un moment charnière, hein, pour le faire. Alors, aujourd'hui même, il se passe en plus une chose, hein, je descends petit à petit dans l'ordre de la dynamique. Hein. Aujourd'hui même, nous avons un grand sceau de Salomon dans le ciel, hein, qui réunit des planètes. Je ne sais pas si je peux partager. Oui, alors, tu dis que c'est aujourd'hui, aujourd'hui 15 novembre, c'est pas 15 novembre, aujourd'hui, 15 novembre. Aujourd'hui, hein. Oui. Ouais. Est-ce Oui. qu'on, je ne sais pas, j'ai oublié de demander à Gaïa si je pouvais le faire. De quoi? Partager? De montrer le thème. Ben oui, c'est possible, mais c'est je sais le possible. faire sur Zoom, mais c'est un partage, quoi, un partage d'écran. Partage, mais je ne sais pas comment dire de le faire. Juste pour montrer, parce que c'est très technique en même Mais temps. Hein, le sceau de Salomon, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle l'étoile de David aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les religions, dans tous les enseignements. Moi, quand je suis allé en Inde, hein, la première fois, j'ai débarqué, il y avait des sceaux de Salomon sur les temples et tout ça. Et je dis, ouais, c'est bizarre, ils sont tous juifs ici. Et on le trouve dans le bouddhisme. Donc, c'est pas lié à un peuple particulier, ce que je veux dire, ou à une religion particulière. C'est un symbole universel qui montre deux triangles. Hein, un triangle qui a la pointe vers le bas, une étoile, quoi, hein, à 6 branches, et un triangle qui a une étoile, la pointe vers le haut. Et les deux s'entrepénètrent. C'est le triangle qui a moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait des conférences uniquement sur le sceau de Salomon d'ailleurs. Hein, et le triangle qui a la pointe vers le bas représente la Terre, représente le côté terrestre, l'incarnation. Le triangle qui a le côté, qui a la pointe tournée vers le haut, c'est le ciel. Donc, le sceau de Salomon, c'est le mariage du ciel et de la terre. Hein, c'est-à-dire que c'est une opportunité extraordinaire qui nous est donnée aujourd'hui même. Hein, bon, mais quand tu dis que c'est une opportunité qui nous est donnée, mais de quelle façon? Parce que plusieurs personnes ont posé ce genre de questions, hein, concernant le sceau de Salomon. Donc, quelle est sa symbolique? Quel serait le lien entre l'actualité du ciel et cette étoile à 6 branches? Je veux dire, de quelle façon on peut utiliser ça? Quel impact ça a? Tu vois? L'impact qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont des énergies qui sont à l'œuvre. Hein, et l'impact que ça a, c'est relier en nous
et en tant qu'humanité, ce qui est de la terre et de le connecter avec le ciel. Et de pouvoir faire en sorte que ces énergies qui sont là, c'est comme si une porte était en train de s'ouvrir, une opportunité nous est donnée, on le fait ou on le fait pas, ça c'est le libre arbitre, tu vois. Et donc le sceau de Salomon, c'est qu'on retrouve d'ailleurs quand j'ai préparé mes conférences là-dessus, j'ai cherché un peu partout, il y en avait, il y a une étoile, un sceau de Salomon, appelons-le comme ça, hein, à Notre-Dame, il y a un vitrail à Notre-Dame où il y a un sceau de Salomon. À la cathédrale de Strasbourg, il y a un sceau de Salomon. Hein, et pour parler il y en a dans presque toutes les cathédrales. Et donc, vous pouvez regarder, regardez sur Internet, vous verrez, tapez cathédrale de Strasbourg, qui est tellement belle, hein, ou Notre-Dame de Paris, hein, avec laquelle j'ai une affinité particulière, hein, parce que j'habitais pendant des années, j'habitais juste à côté, et tous les matins, je me rendais au quartier latin à pied, et je passais devant Notre-Dame. Je pouvais passer par d'autres, mais tous les matins, je m'arrêtais, je rentrais, je méditais 5 minutes, et je mettais mon pied sur. Vous savez que devant le parvis Notre-Dame, il y a une étoile justement où il y a le départ de toutes les routes de France. Waouh! Je ne sais pas si tout le monde le sait, ça. Hein, ouais. On va plus aller à Notre-Dame de la même façon maintenant. Mais Notre-Dame, c'est vraiment, c'est pour ça que ça a eu tellement d'impact quand il y a eu le feu à Notre-Dame. Moi, étant lié physiquement à Notre-Dame, parce que je vivais avec elle, si je puis dire, aussi bien physiquement que symboliquement, j'ai pleuré, quoi. C'était comme si j'étais agressé, quoi. Hein, et bon, il y a Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, tout ça, après tout ce qu'on a pu en faire. Mais regardez que si vous allez à Notre-Dame sur le parvis, je sais pas si maintenant il y a tellement de monde qui y va, mais à l'époque il n'y avait pas grand monde. Hein, regardez devant le parvis de Notre-Dame, il y a le point de départ, le kilomètre zéro de toutes les routes de France. Et puis vous remarquerez que devant Notre-Dame, il y a des plaques par terre, hein, avec des saints. Enfin, les saints, il y a Saint-Yves, Saint-Marc, enfin, tout ça. Peu de gens le savent, hein, tout ça. Alors moi, comme au départ, un de mes prénoms, c'est Yves, à chaque fois que je faisais ce pèlerinage, tous les matins, je m'arrêtais sur Notre-Dame pour lui demander de m'aider à ouvrir mon cœur, pour m'aider à dépasser tout ce que je portais en moi de tellement négatif et dont j'avais conscience, mais qui demande un effort particulier. Et j'allais voir Saint-Yves, donc mon patron, mon prénom aussi, un de mes prénoms, et pour lui demander de m'aider, quoi. Hein. Et j'ai 2 prénoms, Yves et Samuel, hein, juste pour partager justement comment les choses se font. On m'a toujours appelé Yves dans ma famille, on m'appelle Yves, hein, et avec mes études de droit et tout, j'aurais pu être avocat, par exemple. C'est un métier que j'avais envisagé. Et Saint-Yves, c'est le patron des avocats, donc du droit. Et puis, le basculement s'est fait. Mon deuxième prénom est apparu, qui est aussi sur ma carte d'identité, Samuel, pour des raisons que je raconte dans le bouquin. Et Samuel, c'est aussi un juriste, finalement. Samuel, c'est celui qui dit la loi de Dieu. Ouais. La voix de Dieu. Hein. Et donc, finalement, du plan socioculturel, je suis passé à un plan plus individuel, hein, avec Samuel. Donc, regardez Notre-Dame, quand vous y allez, c'est vraiment une merveille, quoi. C'est vraiment une beauté. Donc, là, le sceau de Salomon, qu'on voit donc dans tous ces édifices dont je parle, et pas uniquement sur les synagogues, bien sûr, sur les synagogues, vous allez les trouver tout facilement, mais aussi sur d'autres édifices, dans d'autres religions, hein, eh bien, le sceau de Salomon, c'est le mariage de la terre et du ciel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expression de notre connexion entre nous, êtres humains incarnés, et le ciel, notre âme, hein, et cet alignement, l'expression de cet alignement qui peut être, qui peut être en ce moment même favorisé pour chacun de nous. Cette prise de conscience peut nous aider ponctuellement comme ça à nous ouvrir à quelque chose qui vient du ciel, mais qui va nous permettre de l'incarner dans la terre, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre personnalité, tout ça. Donc, bon, ça perdure ensuite, hein, mais il y
je regarde j'ai sous les yeux le thème de ce moment où nous sommes. Alors, une chose que je pourrais dire, hein, puisqu'il y a ce grand cerf-volant avec les planètes et tout ça qui relie des différents signes, hein, tu sais, moi je travaille aussi, toujours dans la continuité de mon maître Dan Rudyard, qui a fait un commentaire de ce qu'on appelle les symboles sabiens. Les symboles sabiens, c'est un livre qu'on appelle aussi le yiking astrologique, parce qu'il y a 360 degrés dans un cercle, donc il y a 360 degrés dans le zodiaque, et chaque degré, à partir du 1 degré du bélier jusqu'au 30 degrés du poisson, chaque degré correspond à une image. Et il y a tout un cheminement qui se fait à travers les différents signes, degré par degré. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder le degré du soleil qui représente l'être essentiel, l'âme. Il est aujourd'hui à 23 degrés et des poussières du Verseau, non, du Scorpion, pardon, hein, et je regarde l'image symbolique qui est associée à ce degré-là. Ça veut dire que cette énergie-là est particulièrement sensible à l'heure actuelle. Donc on regarde le 24e degré, puisque 23 degrés 35, c'est l'histoire des intervalles, tu sais, c'est pas 23 degrés, on regarde le 24e. Et ça peut éclairer aussi le sens de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, de ce dont on a besoin. Après avoir entendu le sermon sur la montagne d'un grand inspiré, la foule s'en retourne chez elle. Et Rudyard nous dit, c'est le besoin d'incorporer dans sa vie quotidienne des expériences et des enseignements sources d'inspiration. C'est ça en fait, c'est ça le sceau de Salomon. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'expériences paroxystiques, qui reprend chez Abraham Maslow, hein, qui est aussi un de mes maîtres. Le problème auquel on fait face après une telle expérience, et les expériences paroxystiques, c'est des expériences extraordinaires qu'on vit tous à un moment donné, ne serait-ce que parce que tout d'un coup on s'extasie, on se balade dans la nature, et puis on a cet élan de cœur qui dépasse notre mental, notre intellect, et qui fait qu'on se sent unifié à la nature. Ça, c'est une expérience très simple, paroxystique, on peut l'avoir tous eu, ou bien des expériences qui nous font sortir de nous-mêmes, des personnes qui font des NDE, ou bien, hein, ou bien toute forme d'expérience, comme le démontre très bien Stanislas Grof, hein, tu sais, ouais. Et donc, quand on a des expériences comme ça, c'est ponctuel. Mais on voudrait que ça dure toujours. Et le problème auquel on fait face après une telle expérience consiste à savoir assimiler ce que l'on a senti ou ressenti, qu'on a vu, qu'on a entendu, de sorte que notre état d'esprit et notre comportement habituel se transforment. En l'absence de cela, l'expérience est susceptible de se révéler déroutante, voire nocive, au risque peut-être même de mettre en péril notre intégrité. Donc, si on sait que c'est un degré, un défi à la transformation, c'est ce qui est le degré. Hein, donc, c'est une étape, c'est le degré du soleil d'aujourd'hui. C'est étonnant quand même. Ouais. Je sais pas. Ouais. C'est étonnant. Mais tu veux dire aujourd'hui, le 15 novembre ou aujourd'hui, aujourd'hui, 15 novembre. Ah oui, c'est ça. Parce que demain, il sera au degré suivant. D'accord. Mais quand on regarde un thème quel qu'il soit, on regarde le degré d'aujourd'hui dans une révolution solaire, tout ça. Hein, et c'est aujourd'hui, donc, cette énergie-là que j'ai trouvée chez quelques personnes. Les enfants qui naissent là aujourd'hui sont des vieilles âmes. Hein, de toute façon, parce qu'ils s'incarnent avec tout ce bagage entre le ciel, la terre, ce seront peut-être des futurs guides, des futurs thérapeutes guides, hein, ou astrologues, ou enfin qui ont pour le monde à venir, si tu veux. Hein, je l'ai trouvé chez deux personnes qui me viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres sans doute. Ce grand, parce qu'il y a tout un schéma extraordinaire chez Germaine Hollet, qui était mon enseignante et dont j'ai été Germaine Hollet, dont j'ai parlé tout à l'heure, une grande astrologue, et donc je parle dans mon livre d'ailleurs, et chez Sri Aurobindo. D'accord.
Dans le thème de Sri Aurobindo, quand on lit Sri Aurobindo, il parle, lui, de yoga intégral, la synthèse des yogas. Parce qu'il y a différentes formes de yoga. Il y a le yoga de la connaissance, qu'on appelle Jnana Yoga. Et il y a des gens qui sont plus dans ce yoga-là. Il y a le yoga de l'amour, comme Ama, qu'on appelle Bhakti Yoga. Et il y a le yoga de l'action, qu'on appelle Karma Yoga. D'ailleurs, j'ai relié personnellement chacun de ces yogas à une planète transpersonnelle. Pour le yoga de la connaissance, c'est Uranus. Pour le yoga de l'amour, c'est Neptune. Et pour le yoga de l'action, c'est Pluton. Donc, et ça, on le voit dans les thèmes. Donc, il y a des personnes qui sont plus marquées par Neptune, qui vont plus être bhakti. Et pour les personnes qui sont, excusez-moi, mais pour les personnes qui font leur anniversaire aujourd'hui, il y a une incidence? Ah oui, bien sûr, ils vont avoir une année. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 15 novembre. Oui, bon anniversaire, oui, ça c'est sûr. Bien sûr que ça a une incidence, mais ça a une incidence pour chacun de nous. Si on a des planètes aux endroits où, dans notre thème, où les planètes sont là aujourd'hui, ben, on va être concerné encore plus par cette possibilité d'ouverture et d'évolution. C'est des ouvertures, ça aide, quoi. C'est la feuille de route. Moi, j'appelle le thème natal ou le thème de l'humanité le GPS de l'âme. Et après, nous, on conduit, on essaye d'aller dans le sens. D'ailleurs, il y a une chose qui me paraît intéressante aussi, quand j'ai réfléchi au saut de Salomon, et je l'avais dit dans les conférences, c'est que le chakra du cœur, Anahata, le chakra du cœur, qui est le chakra du plexus solaire, qui est le passage entre les chakras inférieurs, les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs, c'est le passage de notre condition humaine, prise dans ses besoins basiques, quoi, les différents chakras du bas, et c'est le chakra du cœur. Et c'est, si on ouvre son cœur à cette dimension transpersonnelle, transcendante, qui nous appelle et vers laquelle on peut trouver sa véritable identité et sa connexion avec le divin, il faut ouvrir le chakra du cœur. Anahata. Or, dans le yantra, ce qu'on appelle le yantra, le dessin, en quelque sorte, du chakra du cœur, il y a un sceau de Salomon à l'intérieur. Il montre bien que le côté terrestre, qui est notre vie aussi, il ne faut pas le renier, il ne faut pas le rejeter, mais notre vie demande à être spiritualisée. Et pour pouvoir être spiritualisé, il faut ouvrir son cœur et s'ouvrir à la dimension des chakras supérieurs, Vishuddha, Ajna et Sahasrara, c'est-à-dire les trois chakras supérieurs, qu'on les appelle comme ça, et qui nous permettent de nous connecter avec notre moi profond, notre soi, et avec le soi de l'univers, c'est-à-dire Dieu, quoi, si on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Alors c'est Dieu dans le sens d'une énergie cosmique, évidemment. C'est pas le Dieu avec les barbes blanches qu'on nous a indiqué. Je me rappelle quand j'allais au catéchisme, quand j'étais, parce que moi j'étais dans plein de religions à la fois, donc que j'allais au catéchisme avec mon ami d'enfance parce que je voulais pas me séparer de lui. Et donc, quand il nous parlait de Dieu, c'était il faut faire ci, il faut pas faire ça. Et pourtant, on a des règles à suivre pour être en connexion avec les lois de l'univers. Et c'est les mêmes règles qu'on nous a apprises, mais d'une manière moralisatrice, quand on était dans ces choses, dans ces choses un peu, on va dire, institutionnelles, fermées sur elles-mêmes. Il y a un proverbe qui dit « La religion enferme et la spiritualité libère ». Et ils utilisent les mêmes outils, finalement. Oui, mais il n'y a pas les dogmes. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme, c'est ça. Et donc, Anahata, le chakra du cœur, c'est le passage obligé pour aller vers cette autre dimension de nous-mêmes. Donc, je dis, on l'appelle Dieu, on l'appelle le soi, on l'appelle l'Atman, chez les hindous, on l'appelle comme on veut. Mais c'est cette... Bon, moi, ça ne me dérange pas de l'appeler Dieu dans le sens où on l'entend là. Mais il y a des gens, ça les révulse que je parle de Dieu.
quand en consultation, j'ai des gens qui ne sont pas encore tout à fait branchés, c'est ça. J'ai des consultations, c'est les plus difficiles, bien sûr, parce que c'est le moment où ils viennent et il faut les faire passer, leur faire comprendre qu'il y a autre chose dans ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Et le fait qu'on fasse ce travail-là, ça les éclaire. Après, moi, je ne suis pas thérapeute à proprement parler, bien qu'il m'arrive de suivre des personnes sur une certaine durée. Alors, je leur dis, voilà, vous êtes à ce stade-là de votre travail et je vous donne l'adresse de tel thérapeute qui correspondra à votre besoin de transformation, ou telle personne qui peut vous aider, ou tel livre qui peut vous aider à cette étape-là. J'ai bibliothérapie, filmothérapie, et j'ai mon carnet d'adresses où j'envoie les personnes chez les personnes les plus aptes à les aider, quoi, en quelque sorte. Hein, parce qu'on est dans un grand réseau, finalement. Moi, je peux t'interrompre parce que j'ai quand même quelque chose qui me turlupine, tu le sais. C'est l'histoire, donc, effectivement, du libre arbitre et du déterminisme. Et c'est l'histoire de, tu sais que je suis pas mal l'Advaita, notamment Sri Ramana Maharshi, et je t'avais déjà une fois posé la question, parce que on dit, bon, les planètes n'influencent pas, et ça, bon, ben, ça me va bien, elles sont en résonance, en fait, avec notre chemin, finalement. Donc, ça permet d'éclairer. Et moi, pendant des années, j'ai été très attirée en même temps en réaction par rapport à la citation de Ramana Maharshi, la fameuse citation « Tout ce qui est écrit arrivera, quels que soient tes efforts pour que ça n'arrive pas, et tout ce qui n'est pas écrit n'arrivera pas, quels que soient tes efforts pour que ça arrive. » Pendant très longtemps, ça a été pour moi une sorte de révolte en me disant « Mais non, on peut changer tout, etc. » Et qu'est-ce qui m'a fait changer mon regard? C'est l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de faire régulièrement. Moi, j'ai fait mon thème astral, alors que je n'y croyais pas du tout. Hein, j'y allais un peu presque pour me moquer la première fois. Et ensuite, ça a été tellement un truc énorme pour moi, enfin une révélation, que j'ai continué de faire ma révolution solaire. Et quand même, ce qui m'interpelle, c'est que même quand on s'est vu, c'est que quand même ce qui est sur mon thème, eh bien, quand même dire, dans ce que tu vois sur mon thème, eh bien, c'est quand même ce que je vis. Je veux dire, donc quelque part, est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes venus, et moi, c'est ce que je crois, c'est ce que j'expérimente, mais vivre une incarnation qui est déjà, je dirais, un futur qui est déjà écrit, comme dit Philippe Guillemont, où tout est déjà là, tout est déjà tracé, et que finalement, les planètes viennent nous soutenir à la fois individuellement et collectivement pour ce chemin de l'évolution à la fois individuelle et de l'humanité. Alors, qu'est-ce que toi, tu dis par rapport à ça? D'une part, Charles Vouga, aussi un grand astrologue, dont je suis un disciple également, disait que beaucoup de choses sont écrites. Et effectivement, c'est le choix de notre âme dans sa incarnation que le thème indique. Mais tout n'est pas écrit. D'ailleurs, je cite le texte de Vouga dans le premier tome, parce que c'est tellement important. C'est-à-dire qu'on a quand même le choix. Alors, tu parlais de l'Advaita, effectivement, sortir du relatif, du monde relatif pour entrer dans le monde de l'absolu, c'est comme ça que disait Arnaud Desjardins, tu n'as plus de choix à faire. Parce que tu es un avec les énergies cosmiques, et puis ça pose à toi, plus on est en phase avec notre âme, qui se manifeste par différentes manières, des messages, des intuitions, des choses comme ça, et plus les choix s'imposent à nous, si tu veux, ce qui est juste. Mais c'est ça, on n'a plus besoin de choisir. Quelque part, on croit qu'on choisit. On croit qu'on choisit, mais on peut se perdre malgré tout. C'est-à-dire, là, je suis en train de lire un livre de deux voyantes, comment il s'appelle Faites confiance à votre âme, elle connaît le chemin, je crois. C'est un livre de deux voyantes, ça m'est tombé sous la main, je trouve intéressant ce qu'elles disent, hein, ces deux femmes, hein, parce que ça rejoint. Et elle raconte des âmes qui sont désincarnées, qui sont sur les autres plans, et elle raconte leur dernière vie et les choix qu'elles auraient pu faire si elles avaient suivi le chemin de leur âme.
Alors moi, en tant qu'astrologue, je me dis, ouais, ça correspond bien à ce que je vois dans un thème. Hein, mais ceci dit, on peut faire des erreurs dans la vie, ce qu'on appelle nous des erreurs, mais qui ne sont pas des erreurs, Ben qui sont voilà. des expériences, qui sont des expériences. C'est ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on nomme erreur, est-ce que ce n'est pas tout simplement le passage obligé pour avoir nos propres prises de conscience? Et est-ce que le libre arbitre, effectivement, qu'on a, se résume juste à j'accueille ou je résiste? C'est ça. C'est ce que Denise Desjardins appelle la stratégie du oui. Ben oui. Oui, on est dans ce qui est et pas dans ce qui n'est pas. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les événements mondiaux, parce que en fait, mon propre chemin sur moi-même m'a amené à me poser des questions sur ce qui se passe au niveau mondial. Comme tu dis, on est les cellules du grand corps de l'humanité. Hein, on est en résonance les uns les unes avec les autres. Et effectivement, si on veut changer quelque chose de cette humanité, en tant que cellule, moi, je dois devenir le plus saine possible, le plus éveillé possible. Alors, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire ce qui se passe en ce moment, ben, génial, parce que tout simplement, ça nous oblige à nous réveiller, et donc finalement, ben, ça fait partie d'un processus presque nécessaire et obligatoire de l'évolution de l'humanité, de la planète, etc. En tout cas, moi, c'est là où je vais. C'est exactement ce que j'essaie de partager, effectivement. C'est tout à fait ça. Mais ce qu'apporte l'astrologie, c'est la conscience qu'on peut avoir de ça. C'est ça. L'éclairage, si tu veux. Et après, on peut se connecter, justement, parce qu'on a cette conscience-là. Mais je trouve que tu le fais admirablement. Et je ne sais pas que je vais te faire de la publicité, mais j'ai fait beaucoup de fois mon thème. Et j'adore quand on a rendez-vous une fois par an. C'est mon rendez-vous annuel avec toi. Et où tu mets cette clarté, quoi. Tout prend sens. Moi, j'adore. Parce que des fois, il y a des moments, on a beau savoir qu'on suit un chemin qui est notre chemin. Des fois, on se dit, mais comment ça se fait là? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, c'est ce moment-là où tu dis, mais c'est tout à fait normal. Là, il y a telle planète qui est comme ceci, comme ça. Et moi, je trouve ça très… c'est un vrai accompagnement, en fait, le thème astral et la révolution solaire, je trouve. C'est une véritable guidance. Hein. Non pas qu'il faut faire, mais qui nous montre que finalement, c'est normal ce qui est en train de se passer. Ah oui, tout ce qui se passe, oui, c'est un transit de Pluton. On traverse une période difficile, par exemple, mais c'est normal. On doit traverser cette période pour prendre conscience de quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de grandir. Pluton, c'est la mort et la renaissance. Hein. Mourir à des vieux schémas, ce qui nous est demandé en tant qu'humanité, les vieux schémas, hein, et pour nous ouvrir à des schémas plus vastes, plus grands, qui seront encore une étape vers la conscience cosmique. D'ailleurs, la physique quantique, elle découvre tout ça. Bien sûr, oui. Tout se rejoint en ce moment. Tout se rejoint. Il y a un philosophe des sciences quantiques que j'aime beaucoup qui s'appelle Erwin Laszlo. Oui, je connais bien. Ouais. Et il parle aussi des champs, comment dire, morphogénétiques, tout ça. Enfin, et il parle des champs akashiques aussi. Et en tant que physicien, ça. Et Patrick Drouot aussi a écrit beaucoup là-dessus. Je viens de lire son dernier ouvrage, La révolution de la pensée intégrale. C'est très, très, très intéressant parce que ça va complètement dans le sens, vu sous un autre angle, de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter. On a l'impression que tout se rejoint à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de visions différentes et qui apparemment pouvaient paraître avant contradictoires et se rejoignent totalement. Mais ceci dit, tu es dans l'Advaita, moi aussi. Hein, les Upanishads et tout ça, elles ont dit ça il y a déjà 5000 ans, tu vois. Hein, quand on lit les Upanishads ou bien les Yoga Sutras de Patanjali, tout ça, tout est dit, quoi. Mais parce que justement, les personnes qui nous écoutent, je pense qu'elles sont là aussi parce qu'elles ont envie de se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Ou comment on peut transformer? Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, quoi, de mettre l'accent là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire ou juste à être? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qui se passe en ce moment? Il y a juste être dans la…
comment dire, juste être dans l'accueil de ce qui est, hein, dans l'acceptation. Alors ça, c'est les enseignements. Thich Nhat Hanh, il a bien parlé de ça. L'accueil. Ouais. Et puis se mettre, les Chinois, ils appellent ça, dans le Tao, ils appellent ça le Wu Wei. Hein. Le Wu Wei, c'est être dans le Tao. Alors je dis, c'est être dans le courant, hein, c'est-à-dire, et pas à contre-courant, justement. Hein, et le Wu Wei, c'est quand on est un avec le Tao, quoi. Hein, et donc ça, le thème éclaire comment on peut aller dans le Wu Wei. Alors évidemment, j'essaye d'éclairer les personnes le mieux que je peux, à commencer par mon entourage évidemment, et j'essaye de pas me prendre non plus pour ce que je ne suis pas, tu vois, parce que ça c'est important de garder une certaine bon, le mot est peut-être grandiose pour moi, une certaine forme d'humilité, si tu veux, parce qu'on est d'âme à âme quand on est en consultation, hein, et pas simplement faire une lecture, tu vois, comme ça. C'est Alice Bailey, elle disait qu'il y avait dans la guérison ésotérique, elle parle de la psychologie traditionnelle, la psychologie telle qu'on peut la voir dans le monde telle qu'elle est, et de la psychologie que moi j'appellerais transpersonnelle finalement. Elle dit, alors que la psychologie normative s'intéresse à la personnalité en tant que telle, ce qui est bien aussi, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais la psychologie transpersonnelle s'intéresse à l'âme et pas uniquement à la personnalité. C'est tout le travail d'Abraham Maslow, de Stanislav Grof, enfin. Et puis c'est le cheminement, je pense qu'on a tous, à un moment donné, de sortir de l'identité, de l'identification et l'identité pour aller au-delà, quoi. Et on se rend bien compte que quand on est désidentifié, il y a moins de souffrance, il y a plus tout cet attachement à nos histoires. C'est exactement ça. C'est le chemin, c'est ce qui nous est demandé. Arnaud Desjardins, qui m'a beaucoup aidé, hein, il parle il y a un chapitre dans un livre qui s'appelle La mort sans peur. Il y a un chapitre où il parle de la psychologie et la métapsychologie. Il y a la psychologie et la métapsychologie. La métapsychologie, c'est quand on s'intéresse pas uniquement à la personnalité, mais à la personnalité en tant qu'en chemin vers son âme, quoi. Dans cette unité dont on parlait, et tout ce que tu viens de dire va dans ce sens-là, évidemment. Est-ce que je peux te donner quelques petites questions, parce que je vois que le temps passe, qu'on avance, Oui. Et puis même, ça va peut-être te permettre de continuer de développer, parce qu'il y a quelqu'un qui demande, lorsque tu présentes, par exemple, le thème en astrologie d'une personne, est-ce que ça permet de révéler à la personne certains blocages sur un plan transgénérationnel, ou est-ce que des mémoires de lignée sont là pour être libérées? Tu peux le voir aussi. Ou bien cela relève-t-il seulement du parcours d'incarnation de la personne et des expériences qu'elle a choisi de vivre et de dépasser ses limitations? Oui, c'est bien, oui. Mais de toute façon, là, dans cette perspective-là, tout est karmique en même temps. Hein, donc, on est confronté dans ce qu'on vit à des choses qui viennent du passé aussi. Mais oui. Et ça, tu le vois aussi. On le voit. Dans le thème, il y a des aspects qui représentent des acquis positifs, parce que c'est un travail qui a été fait auparavant, donc les trigones, les sextiles, certaines conjonctions, par exemple. Et il y a des aspects difficiles qu'on appelait autrefois maléfiques, mais qu'on n'appelle plus comme ça, enfin, dans cette approche de l'astrologie, en tout cas. Hein, il y avait les aspects bénéfiques et les aspects maléfiques. Hein, là, il y a les aspects qui sont des acquis positifs et les aspects où il y a un travail à faire. Hein, et des dépassements et des défis. Hein, et donc, c'est les carrés, les oppositions, certaines conjonctions dans le thème. Et s'il y a, en fait, heureusement qu'il y a ces aspects-là. On les appelle maintenant des aspects dynamiques pour positiver. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a un caillou dans la chaussure qu'on s'arrête pour enlever le caillou, quoi. Quand tout va bien, ben, tout va bien. On ne se pose pas de questions. Hein. Mais quand on a des carrés dans le thème, des frustrations qui sont liées à des problématiques de vie antérieure, ça c'est sûr, hein, eh bien, et qu'on remet ça sur le tapis dans cette vie, eh bien, l'éclairage que peut apporter l'astrologie, c'est de dire, voilà, il y a quelque chose à dépasser.
Mm. Alors justement, Samuel, pour moi, c'est un sujet important, c'est que l'astrologie permet-elle justement de sortir de l'état de victime? Parce que c'est ça bien la problématique. Beaucoup de personnes, quand elles vivent des choses difficiles, considèrent que ce n'est pas juste, qu'elles n'ont pas de chance, etc. Mm. Alors, c'est très bien que finalement, si elles le vivent, c'est qu'elles ont juste à le vivre, à le traverser. Donc, est-ce que tu as été en situation comme ça où tu as pu permettre à des personnes de sortir de ça? Parce que les gens qui Alors, sont vraiment attachés à la victimisation, des fois, ils ont du mal. Hein. ah ben, ça dépend d'elles, mais je peux leur montrer qu'elles ne sont pas des victimes. Et voilà, c'est important. Hein. Ça, l'éclairage que je peux apporter, c'est non, vous n'êtes pas une victime, et je leur explique pourquoi. Ouais. Et évidemment, après, ben, il y a un travail qui est à faire. Ben, ça, c'est avec un thérapeute, avec, Mm. tu vois, ou bien en s'inscrivant dans une voie spirituelle aussi, parce que dans le yoga comme dans le bouddhisme, c'est un chemin aussi psychologique de travail sur soi. Mm. Je trouve quand même que c'est, enfin, pour moi, ça a été tellement incroyable de cette révélation dans mon thème de certains événements que je me demandais, mais comment ça avait pu m'arriver, mais comment j'aurais pu empêcher ça. Et ça a été énorme pour moi de me dire, mais ça se voit là, c'est là, mais alors si c'est là, ben, je ne pouvais pas l'empêcher. Ça a été un gros truc, tu vois. Ça Oui, m'a aidé à accueillir, hein, à mais accepter. Tu voilà, vois. accepter, et ça t'a permis d'écrire ce magnifique livre de ton expérience sur le pardon. Oui, c'est vrai. Sinon, j'aurais jamais écrit. Sinon, d'une part, tu l'aurais jamais écrit, et Mm. peut-être tu serais resté dans la rancœur, la rancune, le ressentiment par rapport à ton mari de l'époque, quoi, qui avait fait ça, tu vois. Mais là, cet événement, aussi douloureux soit-il, ça t'a permis de faire ce chemin intérieur. À la limite, tu pourrais le remercier, mais enfin bon. Même j'en suis là. Non, non, mais si, si, mais Ouais. c'est pas tout de suite qu'on peut faire ça. Non, On non, non, c'est tout un chemin. peut le faire longtemps, mais après, mais ce C'est un que je veux chemin, dire, c'est un c'est, marathon, hein. ben oui, mais à partir du moment où on se rend compte que les choses, elles apparaissent dans notre thème, comment dire, c'est une aide énorme, je trouve, pour arrêter de se torturer de ça aurait pas dû arriver, ou c'est horrible, ou j'ai de la haine, etc. Je trouve Ouais. que quand c'est bien fait, à l'astrologie, comme tu peux le faire, et d'autres que je connais, ça peut vraiment aider. Ça, enfin, moi, je sais que toutes les personnes la Ça aide. plupart des personnes que j'accompagne, je leur conseille de faire leur thème pour qu'elles se rendent compte, justement, tu vois. Oui, ça aide. Ça aide. Des fois, c'est pas facile d'exprimer. Là, j'ai eu une personne qui est venue en direct ici. Ça a été, elle avait des aspects très importants qui s'étalaient sur plusieurs années, des aspects de Pluton. Elle était dans un état de colère et de rejet par rapport Mmh. à sa femme Mmh. qui l'avait largué et tout ça. Mmh. J'espère que ça fait son chemin. Ça, c'est. Ouais, Tu sais, il y a des fois des personnes qui sont venues en consultation, et puis j'avais beau leur expliquer le pourquoi du comment, qui est au-delà des apparences, elles restaient enfermées dans leur truc, tu vois. ouais, ouais. Et je raconte dans le livre qu'une fois, il y a une dame qui était venue en consultation, c'était quand j'habitais à Paris, il y a 30 ou 40 ans. Et je voyais bien que ce que je lui disais, j'essayais de lui donner le pourquoi du comment spirituel euh, qui expliquait ce qu'elle était en train de vivre. Et je voyais bien qu'elle se renfrognait, que ce que je disais, ça n'allait pas, quoi. C'est pas ce qu'elle attendait de moi. Ah oui, mais ça, c'est s'accrocher au côté Ouais. victime. Voilà. Et, Alors, voilà. Alors, je lui ai dit, écoutez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je voyais qu'elle n'était pas bien. Je lui ai dit, écoutez, madame, on va arrêter là. Je ne peux pas répondre à vos questions. C'était des questions très matérielles et tout ça. Je peux vous expliquer pourquoi vous vivez ça. Hein, mmh. mais je lui ai dit, écoutez, on arrête là. Vous payez pas. Et puis, je vous donne l'adresse d'un confrère qui, lui, est peut-être mieux à même de vous Mmh. éclairer. Alors, elle me dit, ben non, maintenant que je suis là, allez jusqu'au bout. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Mais je sentais qu'au bout de l'heure, 1 heure ou 1 heure et demie, quand elle est partie, elle n'était pas contente, tu vois. Elle était en colère, tout ça. Et puis, je Mmh. sais pas, 1 ou 2 ans plus tard, à l'époque, tu sais, les personnes, c'est ce qui a dû être avec toi aussi, les personnes venaient avec leurs cassettes. Ouais.
on enregistrait l'entretien, enfin la consultation, puis elles repartaient avec leur cassette. Bon, c'est pas pareil, mais et 2 ans plus tard, cette dame m'envoie une lettre. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Elle me dit voilà, ma vie est en train de changer, bouleverser. Je suis en train de faire un déménagement. Ma vie est en train de basculer. Et en rangeant les affaires, j'ai trouvé la cassette de notre entretien d'il y a 2 ans. J'ai jamais voulu la réécouter parce que je me suis dit, mais c'est des conneries tout ça, enfin, il a rien compris tout ça. Et j'ai réécouté la cassette, du coup. Elle me dit, mais j'aurais dû vous écouter. Alors elle me dit, je vous prie de bien vouloir m'excuser, d'avoir été aussi réactive vis-à-vis de vous et tout, parce que vous m'avez dit tout ce qui allait m'arriver si j'allais dans telle direction. Et j'ai pas écouté ce que vous m'avez dit. Mais maintenant, ça y est, je comprends. Et je vais pouvoir vivre ce changement d'une manière plus positive, quoi. Oui, mais c'est ça qui est puissant dans l'astrologie, je trouve, en tout cas. Ah oui, oui. Et c'est étonnant. Moi, je ne suis qu'un interprète, si tu veux, un médium, on va dire. Et j'essaye d'être. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu as des exemples, enfin, quels exemples historiques te semblent les plus convaincants comme corrélats entre configuration planétaire et événements globaux? Je ne sais pas si ça te parle. J'essaye de comprendre. Ouais, c'est bon. Quel événement historique te semblent les plus convaincants comme corrélats entre les configurations planétaires et les événements globaux? Il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, là, maintenant, c'est la chute du mur de Berlin. Voilà, ouais. Il y avait une conjonction dans le ciel à ce moment-là, une conjonction Saturne-Neptune. D'ailleurs, c'est la même qui est en ce moment, qui a lieu tous les 30 et quelques années. Donc, c'est la même qui est en ce moment. Saturne-Neptune, parce que Saturne avance, il fait le tour en 30 ans, et Neptune fait le tour en 160 et quelques années. Et donc, Saturne, c'est tout ce qui est le roc, le mur. Neptune, c'est tout ce qui dissout, tout ce qui libère, si tu veux. Et la révolution, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de... Ça a été extraordinaire. Et il y a Rostropovitch qui a joué au pied du mur, tout ça, si tu te rappelles, c'est Neptune qui a joué le violoncelle, tout ça. Et vraiment, il y avait une corrélation extraordinaire entre ce qu'on voyait dans le ciel et la chute du mur de Berlin. Mais on pourrait trouver aussi plein d'autres correspondances. Par exemple, ici, le sceau de Salomon qui est en ce moment, et puis tout ce que j'ai pu dire, c'est quand même l'emblème d'Israël, parce que c'est l'étoile de David, et ça peut avoir une corrélation sur ce qui se passe en ce moment en Proche-Orient, et peut-être c'est le moment de transformer ce qui demandait à être transformé. Alors, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je sais qu'il y a des avis divergents sur la question, mais il serait temps que Israël retrouve sa véritable identité qu'elle a perdue dans cette histoire-là, quoi. Et que les Palestiniens retrouvent leur véritable reconnaissance dont ils ont besoin aussi pour exister. Alors, je sais que ça peut heurter certaines personnes que je dise les choses comme ça, mais c'est ce que je dégage de la lecture du thème. C'est pas une prise de position politique à proprement parler. Justement, il y a quelqu'un qui demande quels conseils pratiques donneriez-vous aux décideurs ou au grand public comment lire une alerte astrologique sans tomber dans la peur ni l'inaction? Comment tu dis voir? Quels conseils pratiques donneriez-vous aux décideurs ou au grand public? Comment lire une alerte astrologique sans tomber dans la peur ni l'inaction? Et la divination. Il faut déjà qu'ils soient ouverts pour qu'on puisse leur parler. Il y a l'exemple intéressant de François Mitterrand. Dans ton livre que tu avais été en contact, oui. Que j'ai connu évidemment, mais donc quelqu'un. Et Marie de Henzel a accompagné, que nous connaissons bien, Marie de Henzel, qui est une femme extraordinaire aussi. Écoutez, parce que
Je sais qu'elle va écouter ce… Ah oui, moi je l'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle dégage d'elle-même, tu vois. Et dans le livre qu'elle a écrit sur l'accompagnement qu'elle a eu avec Mitterrand dans les 15 ou 20 dernières années de la vie de Mitterrand. Et Mitterrand, déjà, c'était quand même une psychothérapeute qui l'a accompagnée, c'est pas su, hein, mais elle l'explique. Et Mitterrand avait un astrologue, ou une astrologue, exactement. Hein, et donc, il était à l'écoute quand même. Elle avait repris dans le titre de son livre les forces, comment il disait, mais le dernier discours qu'il a fait avant de… Je sais pas. Les forces de l'absolu ou quelque chose comme ça existent. Il avait dit. Donc, là aussi, il y a des corrélations entre le thème des personnes et puis des grands dirigeants et tout ça. C'est difficile de pas tomber pour eux dans la divination, si tu veux. C'est pas ce qui n'est pas le cas. Alors justement, à propos de ça, avec Mira, donc mon épouse dont tu as parlé tout à l'heure, dont tu as des beaux tableaux derrière, Oui. On a créé ensemble des oracles. Hein, magnifique. Ouais, magnifique, je peux le dire, c'est vraiment magnifique. Les cartes sont les peintures, des reproductions de ces peintures. La structure, en fait, c'est elle. Derrière tout grand homme, je puis dire comme ça, il y a une grande femme. Hein, je ne serais pas ce que je suis pour ces aspects-là si Mira n'était pas là. Hein, mais c'est elle qui a structuré les oracles et tout. Puis après, moi, j'ai fait les textes en fonction on a discuté des structures. Et j'essaye, quand on tire une carte d'un tarot, quand on tire une carte ou plusieurs d'un oracle, c'est exactement ce que je dis avec l'astrologie. C'est-à-dire, ça va entrer en résonance avec ce qu'on est en train de vivre. On ne tire pas une carte par hasard, n'importe quelle carte par hasard. Oui, alors à ce sujet, je voudrais dire voilà, que sur le site, hein, je mettrai tout ça en dessous, ton site et aussi le site de Mira, parce que vous allez vraiment y trouver des merveilles. Moi, j'en ai plusieurs, des tarots, c'est extraordinaire. Je voudrais rappeler aussi vraiment ces livres là, sur la route illuminée, hein, que vous pouvez vous procurer. Ben, c'est pareil sur le site, je crois, le site de Mira, c'est ça? Oui, ça s'appelle mira.fr. Hein, mais on le mettra. On le mettra. Ouais. Là, je vois Laurence me dit le titre du livre de Marie de Henzel, c'est Je crois dans les forces de l'esprit. Voilà, c'est ça. Merci Marie. Laurence, merci. Je ne revenais pas. Ouais. Mais écoute Samuel, moi je sais que tu pourrais encore parler des heures. Je peux parler jusqu'à demain matin. Une fois que je vais financer, c'est… Ah, mais complètement. Voilà. Bon, je laisse tomber un peu certaines questions qui étaient là parce que je pense que tu as déjà répondu à beaucoup de choses. Moi, je voudrais vraiment te remercier encore une fois pour tout ce que tu fais. Et je voulais dire aussi une chose, c'est que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, là où il y a marqué en direct, les autres enregistrements qu'on a fait ensemble. On en a fait sur le couple, je ne sais plus exactement tous les thèmes, le déterminisme, le libre arbitre, bon bref, vous pouvez les retrouver parce que ce qui est fait en direct comme ça, on ne le voit pas forcément défiler sur la chaîne YouTube. Il faut vraiment aller spécifiquement sur en direct et vous y trouvez même d'autres interviews, enfin voilà, des choses voilà, qui peuvent vous intéresser. Puis évidemment, j'ai envie de dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir toutes les infos les prochaines fois où je vais avoir encore Samuel, parce que j'espère bien que ce n'est pas la dernière fois. Voilà. Oui, on aura encore l'occasion. Je signale aussi que j'ai une chaîne YouTube où il y a On va tout mettre aussi, ça. alors c'est plus l'astrologie, évidemment, hein, mais et puis il y a aussi tout le travail avec Mira. Il y a plein de choses. Donc ça s'appelle Samuel Jean Gutenberg sur YouTube, et puis ça s'appelle Mira et Samuel Jean Gutenberg, exactement. Voilà, donc c'est facile à trouver parce que Mira, c'est M-Y-2-R-H-A, c'est ça, hein? Je me trompe pas? M-Y-2-R-H-A, oui. Voilà, c'est ça. Donc, Samuel, merci. Merci à vous. Merci, puis désolé de ne pas pouvoir en dire plus, mais enfin bon. On se retrouvera. Oui, tout à fait. C'est 1h30, je sais que c'est beaucoup pour les personnes. Ouais. Et puis,
Oui, les personnes qui se sont inscrites, donc vous recevrez un mail où on mettra tous les détails sur Samuel, sur Mira, ce lien-là direct, enfin tout. Voilà, vous aurez tout. Ok, merci Merci. à toi. Merci infiniment. Merci à vous tous et toutes qui avez pu nous suivre, hein, et j'espère que ça vous aidera aussi. Enfin, comme si vous n'étiez pas là, ça nous aiderait pas non plus. Donc, heureusement que vous êtes là. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on continue, n'est-ce pas? Ouais, Voilà. ouais. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Bonne soirée, bon Bonne week-end. soirée à tout le monde et puis à tout bientôt, ici et là. Ok. J'essaie de terminer. Alors moi, je vois une porte de sortie là. Si vous, où c'est qu'il est? Ah ouais. Bon, ben, à bientôt, hein. Ouais, à bientôt. Moi, je n'arrive pas à fermer. Namasté. Allez, au revoir. Au revoir.